Très heureux d'accueillir le professeur Daniel Peraya parmi nous aujourd'hui. Euh, Comme je l'ai mentionné ce matin, j'ai connu Daniel par ses écrits et ses travaux de recherche lorsque j'ai débuté mes travaux à la maîtrise. Donc, étant issu du domaine des technologies et faisant une maîtrise en formation à distance, dès que je tapais des choses technopédagogie, communication et ainsi de suite, Daniel Peraya sortait sur Google avec ses travaux et je me suis intéressé dès le début à tout ce qu'il a fait. J'ai justement deux de ces volumes ici qui va me. Il a accepté de m'autographier tout à l'heure, donc merci beaucoup. Euh, donc, rapidement, ce que je veux vous dire pour laisser la parole à Daniel, c'est que ses travaux de recherche portent principalement sur les dispositifs de communication et de formation médiatisés, les dispositifs de formation entièrement ou partiellement à distance, et plus généralement l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation dans les pratiques d'enseignement supérieur et universitaire. Docteur en communication sociale, le professeur Peraya a enseigné la pédagogie de l'audiovisuel et des médias de masse à l'Université de Dakar et est présentement professeur à l'Unité technologie de formation et apprentissage, TECFA, de l'Université de Genève. Et sur ce, je vais laisser la parole à Daniel qui va nous présenter sa conférence. Donc, Daniel, merci. Merci Jocelyn. Alors bonjour, donc il a tout dit, et puis comme j'étais témoin de ce qu'il a dit tout à l'heure, je sais qu'il n'a rien oublié, qu'il connaît sa leçon de mieux en mieux. Voilà. Alors, euh, au fond, ce que j'avais dit et j'avais proposé de parler aujourd'hui de modèles de formation des maîtres aux technologies qu'on avait utilisés à Genève depuis un certain nombre d'années. Et puis je suis retourné dans mes documents, je suis retourné dans mes papiers, et puis j'ai un peu changé parce que je vais vous parler globalement de formation aux technologies, des maîtres en gros, mais peut-être aussi des formateurs, et je vais finalement vous opposer plusieurs euh, plusieurs formations différentes que je vais contraster. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'au fond, quand on parle de formation aux technologies, je trouve que c'est très compliqué parce que quand on dit formation aux technologies, d'abord, il y a des tas de paramètres qui entrent en compte, que ce soit pour ce que c'est que la formation, ce que sont les technologies, comment on forme, etc. Et donc, je vais faire un premier tour au fond de la complexité qu'on a rencontrée dans notre expérience à Genève. Après ça, ben, je vais vous présenter deux approches différentes, deux modèles différents qui sont contrastés et que j'ai choisis justement parce qu'ils étaient contrastés. Le premier est un cours de bac 1, donc au fond ce sont des étudiants qui sortent du lycée, ils ont terminé leurs études secondaires, ils entrent à l'université en faculté de psychologie et de sciences d'éducation et ils ont pour la première fois un cours d'introduction aux usages pédagogiques des technologies et on les forme là-dessus. Je disais tout à l'heure, ce qui a fait rire tout le monde, que j'avais, enfin, rire jaune, hein, un peu, parce que j'avais dit que c'était un cours de grand groupe pour moi et qu'un cours de grand groupe, c'était au moins 150 étudiants. Et puis tous les gens m'ont dit, oh, 150 étudiants, c'est pas possible, c'est une tribu, nous, un grand groupe, c'est 20 personnes, quoi. Et du coup, ça donne une ampleur effectivement différente. Et puis, on a un certificat de formation continue sur le même thème, donc sur l'utilisation des technologies pour la mise en œuvre de dispositifs de formation à distance ou partiellement à distance, mais qui est un dispositif de formation continue, donc il s'adresse à des gens qui sont en emploi et qui travaillent dans des entreprises, qui sont formateurs, formateurs d'adultes, ou bien qui travaillent, je sais pas, dans des grandes entreprises publiques, hein, du type CICR, donc Comité international de la Croix-Rouge, ou bien à l'Organisation mondiale de la santé pour la formation de leur personnel, etc. Et donc, j'ai choisi expressément ces deux dispositifs de formation pour pouvoir les contraster, parce que c'est des publics complètement différents, ce sont des besoins complètement différents, et puis derrière ça, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut adopter une approche qui est relativement commune, et que malgré la diversité des publics, la diversité des contextes, on a en fait une stratégie de formation commune aux technologies. Et c'est là que je vais développer après à partir de ces deux exemples. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des choses que je dis vite, pas bien, que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez toujours m'interrompre tout de suite au niveau de la compréhension.
et après, on se gardera un temps pour les questions-réponses. Alors, l'analyse de la complexité, la première question, c'est effectivement quel public on va former et quel type de public on va former. Alors, le public, c'est effectivement la question de son niveau. La question au fond de est-ce que ce sont des instituteurs? Est-ce que ce sont des enseignants du secondaire? Est-ce que ce sont des formateurs d'adultes? Est-ce que ce sont aussi des étudiants qui font des études de psycho et de pédagogie, mais qui ne sont pas encore réellement formateurs, mais qui vont le devenir? La majorité de nos étudiants de sciences d'éducation vont devenir à un moment donné soit instituteurs, ça veut dire qu'ils vont entrer dans la filière de formation des instituteurs, soit effectivement ils vont à un moment donné entrer dans la recherche en sciences d'éducation, etc. Et donc à terme, ce sont, je dirais, des formateurs potentiels, donc des gens qui à un moment donné vont entrer dans ce type de profession-là. Après, alors ça c'est très compliqué parce que les technologies, c'est quoi? Alors souvent, quand on parle de technologie, les gens parlent d'objets, hein, je sais pas, ils vont dire ben, c'est Facebook, et puis ils vont dire c'est un portable, ils vont dire c'est un iPad, c'est un iPhone, et puis on ne sait pas très bien ce que c'est, si c'est un objet matériel, un objet logique, si c'est un logiciel, etc. Et puis, ces objets sont vieux. Quand je dis que ces objets sont vieux, dans les années 60, 70, 70, on formait déjà des technologies, on formait aux techniques audiovisuelles, on formait à la télévision scolaire, on formait à l'usage de l'image, à l'usage pédagogique de l'image, à l'usage pédagogique de la télévision. Il y a eu des dispositifs de formation jeunes téléspectateurs actifs. Donc il y a eu énormément de choses. Donc la vraie question, c'est sur quel objet on va former aujourd'hui. Est-ce que on va former à la programmation, par exemple? C'est vrai qu'on a formé à un moment donné, tout au départ, l'informatique pédagogique, c'était souvent des professeurs, en tout cas chez nous, c'était des professeurs de maths ou de physique qui utilisaient l'informatique pour les besoins de leur discipline et qui brutalement ont commencé à travailler sur l'informatique pédagogique. Et les premières choses qu'on apprenait, c'était effectivement d'abord à programmer. Ils faisaient du basique, ils faisaient du Pascal, ils faisaient des choses comme ça. Puis il y a eu Papers, on a fait du logo. Mais au départ, on apprenait cette programmation-là. Après, il y a eu quand même, il y a eu tous les objets d'Infocom. Infocom, c'est information, sciences de l'information et de la communication. C'est au fond tous ces objets avec la sémiologie, l'analyse de l'image, etc. Et donc, il y a eu une formation à des objets technologiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'éthique ou l'éthique aujourd'hui. Alors, chez nous, à Genève, il y a une espèce de néologisme qui date il y a une dizaine d'années, on a fait une formation qui s'appelait une formation F3, formateur de formateurs aux technologies. Donc, il y a les formateurs, puis il y a les formateurs de formateurs, puis il y a les formateurs de formateurs aux technologies. Et c'est une espèce de mise en abîme, comme ça, de matrioshka, et puis les choses s'emboîtent. Et puis, on a créé le néologisme mythique, en disant il faut travailler. Mythique, c'est image et technologie de l'information et de la communication. C'est le moment où le département de l'instruction publique, par exemple, a scindé les services pédagogie audiovisuelle, les services audiovisuels, avec l'informatique scolaire pour faire un seul service qui s'appelle aujourd'hui le SEM, le service éducation média, qui regroupe l'ensemble des services. Et donc on a une espèce de concept hybride qui s'appelle mythique, mais dans la réalité, c'est pas sûr qu'au fond, les gens qui appartiennent à ce que je pourrais appeler les anciens mondes de l'image ou les gens d'image se parlent de la même façon avec les gens qui font aujourd'hui de l'informatique de communication, du réseautage, etc. Mais voilà, donc on a effectivement cette question-là, à quel objet on forme? Une grosse question, c'est les compétences auxquelles on forme. Alors, est-ce que ces compétences sont instrumentales? À une époque, on a formé à des compétences très instrumentales. Et encore parfois, on forme à utiliser les objets. Et alors, dans une grande enquête de l'AUF qu'on a faite avec Thierry Carcinti pour l'AUF, donc pour l'agence universitaire de la francophonie, je cherchais la traduction du signe. En fait, on a eu des réponses très extraordinaires. Quand on interrogeait les gens sur leurs usages, et on leur posait des questions qui visiblement étaient mal posées, mais on leur disait qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur? Et une des réponses qu'on a eues souvent, c'est on l'allume. Bon, c'est drôle, ça veut dire qu'on a sans doute mal formulé et mal posé la question, mais cela dit, ça veut dire qu'il y a quand même une vision de la compétence qui est au départ très instrumentale. Alors, il y a à côté de ça, il y a des compétences qui sont technopédagogiques. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, j'ai deux jambes, je marche avec mes deux jambes et que j'ai besoin à la fois de mes compétences techniques et de mes compétences pédagogiques et que je dois les articuler. Et je dois les articuler, mais ça veut dire aussi, parfois, on discute avec des pédagogues
Et puis les pédagogues, ils s'interrogent sur des aspects pédagogiques. Est-ce que, je ne sais pas, mes étudiants ont l'impression de mieux étudier? Est-ce qu'ils sont plus satisfaits? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être plus autonomes et des choses comme ça? Pour moi, ce n'est pas des compétences technopédagogiques. Ça, c'est encore des compétences strictement pédagogiques. Technopédagogique, c'est la capacité à articuler une réflexion technique sur une réflexion d'usage et d'intégration pédagogique. Et donc, il y a un débat qui est là autour aussi. Après, il y a de grosses questions sur comment on va former les gens. Alors, il y a un apprentissage informel aux technologies, ou un apprentissage intergénérationnel ou intragénérationnel selon les collègues. Il y a eu, je sais pas, il y a eu un bouquin récemment sur les inégalités numériques et les inégalités sociales de Lelon, notamment comme auteur, qui montre assez bien que sur le milieu du travail, il y a des gens qui, quand ils ont une difficulté, téléphonent à leur conjoint pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. Donc, au fond, il y a au fond un apprentissage qui est très informel, et il y a un apprentissage formel. Il y a des universités, il y a où ou des écoles ou des institutions où on forme effectivement de façon complètement formelle. La France a mis en place les C2I, les B2I, qui sont vraiment des apprentissages structurés avec des vrais référentiels de compétences, etc. Après, est-ce qu'on fait de la formation initiale ou continue? Est-ce qu'on fait de la formation à distance ou en présence? Est-ce qu'on fait de la formation qui est effectivement technopédagogique avec comme vision derrière la notion d'innovation ou pas? Donc ça, c'est toutes des questions qui sont dans la complexité. Et puis après, la vraie question aussi, c'est qu'est-ce qu'on a comme conception pédagogique derrière, quoi. Si on fait du transmissif, la formation qu'on va faire avec les technologies ne sera pas la même que celle qu'on fait si on pense qu'on apprend mieux en mettant les apprenants en activité, etc. Donc c'est un peu une série de questions qu'on devrait se poser. Alors, bon, mais j'ai essayer d'approfondir un peu et de synthétiser ce que j'ai dit déjà. Bon, mais les apprenants, c'est leur niveau. On a les futurs enseignants, c'est aussi leur niveau. C'est à quel niveau ils vont être enseignants, ça c'est clair. Les enseignants en poste, est-ce que les enseignants universitaires ont besoin d'un même type de formation que les enseignants du primaire ou que les enseignants du secondaire? En sachant qu'en plus, on a des formateurs en entreprise qui ont des besoins souvent complètement différents. Alors là, j'ai essayé de faire une distinction. Là, voilà, j'ai essayé de faire une distinction entre ce qui relève effectivement des gens qui ne sont pas encore dans la profession enseignante, mais qui s'y destinent. Vous allez voir qu'après, j'ai essayé de séparer clairement le monde de l'entreprise et de la professionnelle, enfin du monde professionnel. J'aime pas l'idée du mode professionnel, c'est comme si les enseignants n'étaient pas des professionnels, en fait, quoi. Mais c'est un peu dans les usages, mais je pense qu'ils sont fondamentalement des professionnels, mais c'est pas le même type de profession. Alors, donc on a le monde éducatif, on a le monde professionnel, entre guillemets. Je répète, je pense que les enseignants sont des professionnels, mais la littérature dit les choses un peu comme ça. Alors ça, je pense que les futurs enseignants et les enseignants en poste, ils ont des points communs. Ils ont des points communs et des besoins, ils ont des besoins communs. Euh, ce qui rassemble les enseignants en poste et les formateurs d'entreprise, c'est que ce sont des gens qui sont dans le métier, dans un métier, et qui sont effectivement en formation continue, en gros. Donc c'est pour ça que vous voyez se rajouter ma petite parenthèse, ma petite accolade formation continue. Et par ailleurs, effectivement, les apprenants et les futurs enseignants ont quelque chose de commun, c'est qu'en général, ils sont en formation initiale. Alors ça, c'est un peu le panorama. Et puis c'est là-dedans que je vais choisir une formation particulière en fonction de ces critères-là. Former à quel objet? Alors je reviens sur quelque chose. Je voudrais vraiment revenir sur cette vieille idée, c'est qu'au fond, la formation aux technologies en général a été, dans la fin des années 60 et le début des années 70, une formation à ce qu'on avait appelé, je ne sais pas, peut-être ça vous dit encore quelque chose, des auteurs comme De Quigny, la pédagogie de l'audiovisuel, il y a eu les textes de Strasvogel et de Fouquet, il y a eu effectivement tous ces textes-là, les textes de Porcher sur l'école parallèle, etc. Il y a une vieille école qu'on a tendance à oublier, mais qui a mis en place un certain nombre de choses sur ces médias éducatifs et qui étaient globalement ceux du monde de l'image et du son. Alors, je retourne ici parce que j'ai besoin d'un autre animal. Voilà. Alors, je vais aller là-dessus. Sur cette idée-là,
Et sur cette base-là, par exemple, qui était quand même une époque où on a beaucoup travaillé sur le développement des théories de la communication, l'utilisation de la sémiotique, de la sémiologie pour l'analyse des médias et pour leur usage pédagogique, au fond, on a beaucoup travaillé à Genève sur un modèle de ce type-là. Est-ce que vous parvenez à lire ou pas du tout? Si vous ne parvenez pas, vous me dites et j'augmente. C'est bon. Alors je vais faire autrement. Voilà. Ah non, ça va être encore pire. Ça va mieux. C'est bon comme ça? Alors, l'idée de départ, c'est qu'au fond, vous vous souvenez peut-être de quelqu'un qui venait de chez vous, c'était Cloutier, Cloutier dans les années 70, qui avait mis une espèce de petit personnage comme ça qui s'appelait Emmerich, et qui était au fond un personnage qui euh, était un personnage de son temps, qui intégrait les médias et qui était à la fois quelqu'un qui émettait et qui recevait. Donc il avait les deux fonctions, c'était un émetteur-récepteur, donc il était capable de comprendre en réception, mais il était capable de produire des messages à son tour. Et donc on a travaillé longtemps sur ce type de modèle-là, en disant qu'il y avait deux choses. Un, dans les activités ou dans la perspective de formation, il y avait la question de la compréhension et de l'analyse. Ça veut dire qu'il faut que la personne soit capable, que ce soit un enseignant d'ailleurs ou que ce soit un apprenant, là la problématique était la même, il faut qu'il soit capable de comprendre le message et capable de l'analyser, mais il doit aussi être capable de concevoir. Voilà. De concevoir et de produire. Et ça, c'est deux dimensions du modèle. J'en perds mon casque de martien. Et puis, de l'autre côté, en ligne, vous avez deux conceptions qui sont fondamentales. C'est la conception du média ou de la technologie comme moyen d'apprentissage. Ça veut dire qu'au fond, j'apprends les mathématiques avec un ordinateur qui fait des simulations, par exemple. J'apprends ou je réapprends la grammaire et la conjugaison avec un exerciceur qui me fait répéter inlassablement mon subjonctif plus que parfait. Bon. Et donc, c'est le média comme moyen d'enseignement. Vous voyez, il est là. Et par contre, j'ai une autre conception qui était la conception de dire, au fond, je dois apprendre des choses sur les médias. Donc, le média devient un contenu d'enseignement. Et donc, j'avais une espèce de tableau à deux entrées, en tout cas sur cette première zone du tableau, au fond, où on a travaillé sur cette série de compétences, comprendre et analyser en tant que média comme contenu d'enseignement, ça veut dire être capable effectivement de savoir ce que c'est qu'une publicité, comment c'est construit, quelles sont les dénotations, les connotations, quels sont tous les contenus culturels surajoutés, tous les implicites, etc. Par exemple, les médias comme moyen d'enseignement, c'est comme en compréhension, c'est par exemple savoir qu'est-ce qu'un bon message qui me permet d'apprendre. C'était la problématique, par exemple, des messages fonctionnels. C'est la problématique, effectivement, de comment comprend-on un graphique, un graphique mathématique. Il y a des études extraordinaires de Le Rouge, je ne sais pas, pour ceux qui aiment les mathématiques ou dont c'est le domaine, qui montrent qu'au fond, des représentations qui sont censées être monosémiques au départ, sont par ailleurs interprétés par les gamins à l'école de façon complètement aberrante. Hein. Il faisait un truc comme ça. Je sais pas si... Ah, mais je suis plus dans la caméra. Je sors, alors voilà, je reviens. Il faisait un graphique comme ça. Et puis il disait, ici c'est le temps qui passe, et ça c'est la vitesse d'une voiture. Et puis il disait, voilà, ce tracé est occupé à représenter la variation de vitesse par le temps d'une voiture de course sur un circuit de course. Et puis il interrogeait des collégiens, il leur disait combien la voiture a fait de tournants. Bon. Alors il y a un gamin sur deux qui dit, ben, la voiture, elle a fait un tournant, elle a fait deux tournants, elle a fait trois tournants, elle a fait quatre tournants, elle a fait cinq tournants. Voilà. Et il dit, voilà, il appelait ça de la contamination pardon, de signifier, en disant, l'expérience vécue qu'on a du circuit et des tournants se plaque sur une représentation qui effectivement qui est abstraite et qui n'a rien à voir. Voilà. Il montre aussi des choses comme ça sur le point, dont on nous a appris à l'école que le point était l'intersection de deux lignes, mais qu'on représentait, mais qui n'avait pas de surface. Et puis il montre comment, si moi je fais avec un gros zinzin, si je fais un gros trait comme ça,
mon point, il a beaucoup de surface. Si je fais un petit point, comme ça, voilà. Et donc, il montrait au fond l'impact de la représentation sur la représentation et sur la connaissance produite. Alors, ce qui faisait. Donc voilà, on a ces quatre aspects-là. On a travaillé longtemps sur un modèle comme ça, en disant après, au fond, une chose qu'on fait rarement et qu'on a dû rajouter, c'était ça, c'était les médias dans l'école. Parce qu'effectivement, ce que je pense fondamentalement, c'est que dans la formation des enseignants aux technologies, dans la formation aux technologies, dans leur intégration, on oublie toujours qu'on travaille dans un milieu qui est un milieu écologique, avec sa vraie réalité, avec l'administration, avec les contraintes organisationnelles et techniques, et que si on ne travaille pas sur ces contraintes-là, effectivement, on a de la difficulté. Voilà. Les vieux exemples classiques, c'est l'informatique à l'école. On déplace les élèves dans la salle d'informatique, il y a 50 minutes de cours, le temps de s'être déplacé, il y a 20 minutes ou un quart d'heure qui sont partis, et puis on ouvre les machines, on les allume, et puis quand tout le monde est prêt à travailler, on dit écoutez, je suis désolé, mais on recommencera la soirée prochaine parce qu'on n'a pas eu le temps de finir. Quoi. Voilà. On n'a même pas eu le temps de finir, on n'a même pas eu le temps de commencer. Voilà. Donc voilà. Donc on travaillait sur des modèles de ce type-là. Quoi. Et alors, mais je pense que c'est des modèles qui étaient très, très inspirés à l'époque de cette conception, au fond, je dirais, Infocom, euh, théorie de l'information et de la communication. Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Euh, alors je vais faire comme ça, ce sera plus simple, voilà. Et je vais me remettre en vision. Voilà. Alors, je dis, et ça c'était globalement dans les années 60-70, et ce modèle a perduré, il a perduré jusque dans les années, en tout cas chez nous, jusque dans les années 80, 85, 90, on a commencé d'intégrer progressivement les formations à l'objet informatique, donc globalement l'enseignement assisté par ordinateur ou bien les applications pédagogiques de l'ordinateur selon les sigles qu'on utilise, avec des compétences qui allaient du côté de l'informatique et de la programmation. Et puis je dirais dans les objets ont changé, puisqu'à partir de 95, 2000, Internet et le web se sont vraiment développés, et on est passé sur des objets qui sont plutôt de communication. Enfin, on est passé d'une informatique de calcul à une informatique de communication, et donc effectivement à des aspects de réseautage en distance. Alors ça, en gros, dans la terminologie, c'est devenu un objet qu'on a appelé l'éthique, technologie de l'information et de la communication. Le dessus a été un peu oublié pendant longtemps, et puis je dirais, alors on a rajouté après dans le E derrière en disant c'est pas tout former autisme, il faut former autisme pour l'éducation, parce qu'effectivement c'est ça qui nous intéresse, on est quand même dans ces métiers-là, donc ça c'est la chose importante. Et puis après, euh, on est passé sur, oups là, on est passé en tout cas sur Genève sur un modèle qui essayait d'intégrer, tant bien que mal, images et technologie de l'information et de la communication. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Après, à quelles compétences former? Alors ça, je vais un peu refaire un balayage historique assez vite. 70-70, communication audiovisuelle, on en a parlé. Et d'autre part, très vite, derrière à la programmation, en 80, avec les langages auteurs qui ont suivi derrière. À une époque, on a pensé qu'effectivement, tout enseignant devait être capable de faire ses propres logiciels éducatifs. Ça, c'est typiquement chez nous les années 80-85, quoi. Et c'est l'époque royale d'Autorware, par exemple. Je ne sais pas si ce programme vous dit quelque chose. C'est une époque où effectivement on disait, ben, un enseignant, il doit faire ses propres trucs. Bon. Ce qui implique aussi qu'on considère que l'enseignant, il est au fond l'artisan de ses propres objets, que c'est lui qui fait tout, alors qu'au fond, on est aujourd'hui dans une perspective qui est plus vers l'industrialisation des choses. On va chercher des ressources. On serait normalement dans les systèmes interopérables entre les objets d'apprentissage. On a là-dessus largement changé d'idée. Euh, dans les années 90-90, on est arrivé progressivement à se poser la question non plus de la programmation des langages auteurs, des logiciels et des applications, mais on s'est préoccupé de la question des usages en se disant, mais au fond, qu'est-ce que pédagogiquement les gens peuvent faire avec ça? Bon, ça faisait quand même longtemps qu'on essayait de faire des choses, il n'était pas trop tôt ou trop tard pour commencer à se poser ces questions-là. Et puis,
Euh, Usage pédagogique, c'était une première chose, mais après, il a été question, au fond, d'intégrer dans la pratique. Donc, c'est quand même autre chose que de dire voilà ce qu'un professeur de maths peut faire et se dire mais vous, concrètement, en tant qu'enseignant de français, d'enseignant de biologie, sciences de la vie et de la terre, etc., qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dans votre pratique professionnelle, dans votre propre pratique pédagogique? On est arrivé dans les années 2000 à développer des choses qui sont de l'ordre du projet, de la pédagogie de projet, et avec un gros, ça c'est venu un peu plus tard, mais en tout cas avec un intérêt pour la scénarisation. Et aujourd'hui, on est avec, je dirais, avec un gros intérêt pour la scénarisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire qu'on a fait, par exemple, euh, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, par exemple, on avait fait aux futurs enseignants et aux enseignants, on leur a fait faire des sites web, parce qu'on a trouvé que c'était bien de leur faire des sites web, euh, mais c'était des sites web éducatifs. Mais c'était quand même des sites web, donc au fond des serveurs de fichiers, des objets ou des dispositifs qui permettaient d'obtenir de l'information. Entre 90 et 95, on a introduit les premiers wikis. Bon, parce qu'au fond, on a pensé que c'était une bonne façon aussi de leur apprendre de leur apprendre ce que c'était un hypertexte. On les a libérés au fond de tout le poids de l'apprentissage des logiciels qui sont des éditeurs de sites web, qui c'est quand même lourd à apprendre au départ. Et puis progressivement, sur des activités collaboratives, on est parti sur les aspects de scénarisation de projet. Alors, je vais prendre deux exemples contrastés. Un qui est de formation initiale des gens qui sont en sciences d'éducation. Au fond, je ne sais pas, je sais pas à quelle heure j'ai commencé, je ne sais pas jusqu'où je peux aller. J'ai l'impression d'être un peu au galop, là, comme les chevaux du Mont-Saint-Michel, mais j'ai encore moins. Bon, ça va. Alors, ça va bien. Et donc, au départ, le premier est un secours donc, de grands groupes, 135 étudiants, apprentissage, initiation aux dispositifs pédagogiques, aux usages technologiques, euh, aux usages pédagogiques pardon, des technologies. Le second cours est un cours de formation continue. Euh, le premier, par rapport à mon tableau, est issu effectivement du monde de l'éducation. Le second est issu du monde de professionnels qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont principalement des formateurs. Euh, Autre contraste, ben, on a des apprenants par rapport à des professionnels de la formation. En bac 1, c'est vraiment des étudiants qui sortent du lycée et du bahut. C'est vraiment des gens qui commencent à apprendre. Ils entrent à l'université. Alors, cours de grand groupe 135, 150 contre 10 à 20. 20 maximum, ils ne sont même pas 20. Ils doivent être, pour l'instant, je crois, dans le certificat de formation continue, ils doivent être 15 ou 16. Quoi. Mais on a quand même une grosse différence de groupe. Hein. Alors, la première chose, c'est que j'avais envie. Je me suis longtemps demandé si je voulais le donner en fin ou au départ. Et puis j'ai fait le choix de partir là-dessus au départ. Mais ce qui rassemble les deux formations, au-delà de leurs contrastes que je vais détailler après, c'est une approche pédagogique qui commune. À savoir, on pense fondamentalement que pour que nos apprenants ils apprennent, il faut qu'on les mette en activité sur quelque chose. Ça veut dire qu'on doit leur donner de l'information qui les motive, vraisemblablement. On doit leur donner des ressources, des problèmes à résoudre, à partir desquels, effectivement, ils doivent être mis en activité et que le but, c'est qu'ils produisent quelque chose. Voilà. Et que l'activité de production va se faire en interaction, bien sûr, entre eux, à travers des groupes coopératifs et un apprentissage collaboratif. Alors, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, avec l'idée qu'au fond, ici, ils arrivent avec une période vraisemblablement où ils savent des choses, où ils croient qu'ils savent des choses, ils croient qu'ils savent des choses. Euh, on les met ici dans une période d'information et de début d'activité où on les confronte volontairement à des moments de conflit cognitif, donc on les déstabilise extraordinairement fort, ceux qui vivent relativement bien, parfois relativement mal, mais en tout cas ils sont très déstabilisés et la déstabilisation fait vraiment partie de ce qu'on veut leur imposer.
parce qu'on veut qu'ils soient obligés de se confronter à d'autres idées, à d'autres opinions, à d'autres conceptions, et qu'ils soient obligés effectivement de, à un moment donné, pour produire, donc pour arriver à ce stade-là, dans l'interaction, ils sont obligés à un moment donné de reconstruire ensemble quelque chose qui partagent. Et donc, ils ont vraiment une période euh, de, de déstabilisation et une période de restabilisation et de résolution de ce conflit qui se résout cognitivement, mais qui, d'une certaine façon, pour eux, est un apprentissage important. Alors, sa première chose que je vais dire, ou bien je m'étais dit, ou bien je le dis après, je dis, mais vous voyez, dans tout ce qu'il y a de commun, voilà une chose commune. Et puis peut-être, je me suis dit, allons-y tout de suite, ouvrons la voie. Ce qu'il y a comme premier point commun entre ces deux dispositifs contrastés, c'est une conception pédagogique qui est semblable. Alors, ça, c'est le modèle de base, c'est-à-dire, on comprend bien qu'on doit leur donner de l'information. Il y a des moments où il faut transmettre de l'information, on la leur transmet. On sait bien que parfois, ils doivent lire, ils doivent faire du travail individuel, parfois, ils doivent faire du travail collectif. On est dans un dispositif varié, qu'on essaye de faire assez riche en variant les approches et les modalités de travail. Néanmoins, on a en arrière-fond une conception de base qui est celle-là. Nos étudiants apprennent parce qu'on les met en activité, qu'on les oblige à se confronter à d'autres et qu'ils sont obligés de produire ensemble après et de construire quelque chose en commun. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Alors maintenant, je peux aller sur la première formation qu'on appelle USATIS, parce que c'est usage des TIS. Alors bon, comme on aime bien les acronymes, acronymons. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? C'est une formation de bac 1, 6 crédits ECTS. Donc les crédits ECTS, c'est les crédits européens de transfert de crédit, qui est une unité de mesure standard. Pour nous, un crédit, chez vous, c'est 45 heures, je pense, en général, non? Ouais, bah, chez nous, c'est 30 heures, quoi. Voilà. Donc, comme quoi, on n'est pas encore complètement interopérable, mais euh, sont des crédits de 30 heures calculés en travail étudiant, hein. Donc, voilà, avec des contradictions parce que c'est encore un cours annuel et donc les cours sont encore comptés en un cours de 6 crédits, c'est 2 heures toutes les semaines, toute l'année. Bon. Mais nous, on fait l'effort de transformer en heures de travail. Ça veut dire qu'ils ont un modèle hybride, ils ont 36 heures en face à face pendant l'année et 144 heures de travail à distance encadré dans une plateforme. Et donc, 144 plus 136, normalement, ça va faire 180 si je ne me suis pas trompé dans mon calcul en faisant le transparent. Ils ont des travaux de groupe et des travaux individuels. Je pensais vous renvoyer au guide, mais je peux vous dire les objectifs. Les objectifs de ce cours sont de 4 ordres. Ils ont des objectifs de contenu. Donc, ils doivent apprendre des choses sur les technologies et les environnements, au niveau conceptuel et au niveau méthodologique et au niveau pédagogique. Ils doivent savoir à quoi ça sert, quels sont les modèles théoriques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, etc. Ils doivent apprendre à les manipuler. Donc, ils doivent apprendre effectivement à travailler avec. Ils doivent apprendre à travailler dedans. Ils doivent il y a des objectifs et des compétences qui sont de l'ordre de la collaboration, de l'ordre du relationnel. Donc, ils doivent apprendre à travailler ensemble. Et puis, ils doivent apprendre à produire une méta-réflexion sur leur parcours d'apprentissage tout au long de l'année. Et ils remplissent effectivement un journal de bord. Voilà, donc ils ont les environnements. Je pourrais vous le montrer, mais je pense que vu l'heure, si j'entre dans l'environnement, je vais peut-être un peu me perdre et vous perdre et on va aller au-delà du temps. Euh, Ils sont dans un environnement qui est l'environnement Moodle, je pense que vous connaissez. Les outils principaux, c'est le wiki, c'est toutes les applications Google, donc Google Doc, etc. Parce qu'on constate qu'au fond, les environnements institutionnels, ne sont pas très adaptés au mode de fonctionnement de nos étudiants. Enfin, il y a des étudiants qui sont plus avancés que d'autres au niveau techno, mais les plus avancés, les plateformes institutionnelles, ça les rend complètement mûrs. Hein. Les Genevois diraient mûrs, ça veut dire ça les rend fous, ils sont pas contents, ils sont pas bien avec. Et ils les fuient vers des environnements qui sont des environnements ouverts, open source, sur lesquels ils maîtrisent les droits, ils peuvent organiser les choses comme ils veulent, etc. On les fait travailler beaucoup dans les forums, soit internes, soit externes.
On utilise dans le cadre des centres présentiels les boîtiers de vote. Vous savez, les petites zapettes, et puis ils répondent, et puis ça se traite automatiquement à l'écran. Les réponses sont traitées automatiquement pour eux. Donc voilà, au fond, le genre d'outils qu'il y a autour. Et le wiki nous sert globalement à tout. Ils font leur trombinoscope, hein, donc leur présentation personnelle qui sert à composer les groupes, ils les font dans un wiki. Tous leurs travaux de groupe, ils les font dans un wiki. Toutes les corrections se faisaient dans un wiki. On a tout exporté aujourd'hui dans des documents de Google Doc parce que pour nous, c'est plus facile. Parce que travaillant souvent à distance avec mon assistante, c'est plus facile d'avoir un environnement partagé extérieur et qu'on peut partager comme ça. Et puis, donc ça, c'est les outils qu'ils ont. Et alors, les fonctions, ça c'est important. Les fonctions qu'on utilise dans l'environnement sont principalement les fonctions d'information. Donc, on informe les gens parce qu'on a derrière un modèle théorique que je peux vous montrer. Mais on a des fonctions d'information de production. Le wiki est un instrument de production individuelle ou collective. On a des fonctions de gestion, des gestion de groupe, par exemple, les fonctions de gestion de calendrier, etc. On a des fonctions d'awareness, il me manque un, mais c'est pas grave, vous l'aurez restitué, je pense, facilement. C'est toutes les fonctions qui rendent compte de la présence des autres à distance et qui font que les gens n'ont pas l'impression qu'ils sont tout seuls dans un environnement. On a des instruments qui sont liés à la fonction méta-réflexive, notamment les journaux de bord. Alors, je vais vous montrer. On part là-dessus on part sur l'idée qu'un environnement technopédagogique, ça veut dire qu'une plateforme de formation, qu'un environnement numérique est l'aboutissement, au fond, des processus de médiatisation. Quand je dis l'aboutissement des processus de médiatisation, ça veut dire il y a 30 ans, où il y a 40 ans, on médiatisait des choses simples, hein, on faisait des images pédagogiques, on faisait des cartes, on faisait des choses comme, je ne sais pas, ce matin, j'ai vu un tableau de Mendeleïev qui pendait dans une classe. C'est une forme de médiatisation. On a mis un contenu, on a mis des notions, on a mis quelque chose dans un support médiatique quelconque. Et donc, on avait des images, on avait des illustrations, on avait des représentations mathématiques. Et puis, progressivement, le logiciel est arrivé et avec le logiciel éducatif, on a fait à un moment donné, on a pu médiatiser des séquences d'apprentissage. Et puis, avec les dispositifs tels qu'on a aujourd'hui, comme un environnement virtuel de travail, on médiatise non plus un contenu, donc on fait plus simplement de la médiatisation du savoir ou de la médiation du savoir, on fait plus simplement de la médiatisation d'une activité pédagogique, mais on médiatise l'ensemble des activités qui sont essentielles à un système de formation. Et donc, ces fonctions, on peut les dénombrer, la littérature les dénombre en général. Et classiquement, au départ, dans la littérature, on en avait 4. Aujourd'hui, on en a 8. Je vois que là, j'ai mis un E au lieu d'un A, mais ce n'est pas très grave non plus. Les fonctions principales d'un dispositif et qui sont médiatisées aujourd'hui dans ces plateformes, c'est faire circuler les signes de la téléprésence, toutes les fonctions d'interaction sociale, et on a regroupé dans notre modèle, au fond, les fonctions d'interaction sociale, communiquer, collaborer, partager, parce que globalement, c'est l'interaction sociale. On a des fonctions d'information, de production individuelle ou collective, de gestion, parce qu'on gère des acteurs, des activités, l'activité des étudiants, les objets, etc. Toutes les fonctions de soutien. Et effectivement, dans une plateforme, tout le soutien passe par la plateforme. Toutes les, les fonctions d'évaluation, auto- et hétéro-évaluation, et toutes les fonctions d'émergence de l'activité métaréflexive. Voilà, donc on a cette idée de départ qui est de dire, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de, la queue de ma souris doit être coincée quelque part. Voilà, donc on a ce rapport à l'environnement là. Après, on a comme principe de base dans cette formation, d'abord on les fait travailler par projet, ça on a, je pense que vous avez compris. On a quelque chose qui est pour nous un processus auquel on croit beaucoup. On pense que ces technologies sont un objet d'apprentissage, mais un moyen d'apprentissage. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir leur apprendre des choses sur les technologies si on ne les immerge pas dans les technologies. Et donc, dès qu'ils arrivent, on les met dans la plateforme, on leur explique ce que c'est, on leur apprend à se débrouiller avec, et sur un mois, ils apprennent à se débrouiller avec,
Et dans le rapport réflexif de fin de semestre, ils nous disent, on a appris des tas de choses, on a cru que c'était difficile, eh bien c'est moins difficile que ce qu'on imaginait. Il y en a quelques-uns qui nous disent, tiens, ce que j'ai appris, je l'utilise pour d'autres cours, j'ai décidé de faire des groupes ailleurs et d'utiliser les wikis pour d'autres cours, etc. Et donc, on est sur cette idée, c'est un environnement d'apprentissage dans lequel ils apprennent les objets d'apprentissage qui constituent l'environnement. Bon, ça fait un peu, je sais pas, c'est un peu une espèce de mise en abîme comme ça, mais à la fois, pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas leur apprendre ce que sont ces technologies si, à 135, dans un amphi, 1 heure et demie par semaine, je leur décris des modèles théoriques et je leur dis voilà ce que les étudiants font. Et même si je leur montre des extraits des cyberprofs.org, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils aient les mains dans les objets qui perdent 15 fois leurs données dans un wiki, qui râlent et qui nous engueulent et qui nous disent c'est pas possible, c'est pas une vie. Je leur dis, moi, ça m'arrive encore aussi. Et puis voilà, donc il faut qu'ils apprennent que leur vie, c'est ça aujourd'hui. Voilà. Alors, leurs travaux d'évaluation, leurs évaluations sont, je voulais vous renvoyer de nouveau dans les consignes et dans le Google Doc. Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai plus en détail les choses tout à l'heure. L'idée, c'est qu'effectivement, ils font des travaux de groupe, ils tiennent un journal de bord hebdomadaire qui leur sert vraiment de vrai journal de bord. Ça veut dire que leur rapport réflexif de fin de semestre, ils le font sur la base de leur journal de bord, qui est un vrai journal de bord, qui est vraiment la vieille idée du journal de bord de marine. Chaque fois que je fais 2000, je m'arrête, je dis où je suis, ma position, qu'est-ce que j'ai fait, la couleur du temps, la couleur des nuages en octa, enfin toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Alors l'autre, ça j'ai plus besoin, j'avais un certificat de e-learning complètement différent, formation continue, ce qu'on appelle chez nous le service à la cité. Donc, on fait des choses pour les gens du canton de Genève et de l'État de Genève. On a en gros 14 ECTS, 15 étudiants en moyenne, 15 mois. C'est de l'hybride, de nouveau, donc c'est mise à distance de certaines activités. Il y a 3 modules plus les projets ou le projet qu'ils font. Les travaux de groupe sont faits en partie à distance, alors que le travail, non pardon, je dis des bêtises, le travail de groupe est fait en général en face à face, alors que le travail individuel, qui est principalement le projet qu'ils font, est mené à distance. Alors qu'est-ce qu'on a comme objectif? Ils doivent être capables de mettre sur pied un dispositif de formation dans le cadre de leur entreprise, de leur institution, de leur université. On a une chance extraordinaire, c'est que depuis, je crois, 6 mois, notre rectorat a reconnu cette formation comme formation interne pour les assistants et pour les jeunes professeurs, pour les former aux technologies, ce qui pour nous est vachement bien parce que comme les formations continues doivent être autofinancées, on a un public captif là chez nous qui est quand même financièrement intéressant, mais donc ça va nous permettre de fonctionner. Ils doivent donc faire ce projet-là, ils doivent le mettre en place dans leur entreprise. Ils ont le même outil globalement qui est Moodle, avec les mêmes outils, les wikis ou les Google Docs. Ils ont des forums. On leur a fait un bac à sable. Alors nous, on appelle ça un bac à sable, on trouve ça mignon. On leur donne un environnement Moodle qui est à eux, dans lequel ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout casser, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent, ils peuvent tout essayer. C'est vraiment le truc, c'est l'image du bac à sable, hein, les formes, les châteaux forts qu'on faisait, et puis la mer passait, et puis la première vague passait, au bout de la cinquième, il n'y avait plus rien. Ben, c'est vraiment ça. Ils peuvent construire, déconstruire, il peut rien arriver. C'est leur espace à eux, ils peuvent tout essayer. Les fonctions, ce sont toujours globalement les mêmes, information, production, gestion, fonctions méta-réflexives et socialisation. Le principe de base, ben, c'est toujours la même chose, objet, moyen, les TIS sont un objet, un moyen d'apprentissage. Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'au fond, ce projet de formation continue se base sur une formation qui est un accompagnement d'un projet professionnel. Et donc ça change beaucoup, contrairement à nos étudiants. Là, ils ont un projet et on ne les accepte que s'ils viennent avec un projet. Et donc, toute la formation est centrée autour de leur projet. Dans tous les modules, il y a un certain nombre d'heures qui concernent des... D'accord.
Ça va, il faut toujours négocier, quoi. Donc il y a, du coup je suis complètement paumé, ils viennent que s'ils ont un projet, et dans chacun des modules, il y a un certain nombre d'heures qui sont consacrées à la réintégration des contenus du module dans le projet. Et donc, on développe le projet comme ça avec eux. C'est du travail collaboratif à distance pour les contenus de cours plus standards, plus académiques, mais le projet est effectivement à distance s'il est individuel. Une des choses au niveau de l'évaluation qui est fondamentale, c'est l'intégration et la réussite de leur projet dans leur milieu professionnel, qui pour nous est essentiel, en sachant qu'ils ont un projet à mettre en place dans ce qu'on appelle, nous, une écologie d'implémentation. Donc, c'est un vrai projet à taille réelle avec des vrais gens, des vraies personnes qui vont devoir suivre la formation, etc. Alors, les principes communs, je pense que j'arriverai dans les 6 minutes. Ça veut dire, au fond, pour nous, que on est dans un type de formation qui favorise l'acteur plutôt que la technologie. Donc, on a une vision qui est plutôt anthropocentrée et qui n'est pas technocentrée, avec ce que ça implique. Et ça, c'est vraiment les points communs qui parcourent l'ensemble de nos formations. Quel que soit le public, quelle qu'était l'époque où on les a faites, globalement, je crois qu'on est assez fidèle sur 15 ans, sur 15 ans à ces principes-là. Donc, on dit la conception pédagogique est plus importante pour nous que la technique. Et quand on a eu d'autres projets de formation ou d'accompagnement de projet, notamment dans ce gros projet de campus virtuel suisse entre 2000 et 2007, on a dit pour la première question qu'on posait aux gens, c'est comment vous voulez enseigner. C'est un projet de mise à distance des cours et de la formation, mais notre première question, c'était toujours comment voulez-vous enseigner et pour vous enseigner, c'est quoi? Et après ça, on disait, au fond, la technologie, c'est un peu le cheval de Troie pour la pédagogie, quoi. Et on se servait de ça. Ça veut dire qu'aussi, on s'intéresse plus aux usages et pas aux objets. Bon, quand je dis ça, ça veut dire que ce matin, par exemple, je posais la question à des étudiants, je leur disais, mais au fond, est-ce que vous avez vécu des expériences d'innovation dans votre vie d'étudiant? On me disait, oui, on utilisait les portables. Et puis, le portable, c'est l'objet, mais l'objet sans son usage ne nous intéresse pas. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. Même si on sait que spontanément, les gens nous répondent toujours par les objets. Ils nous répondent d'ailleurs souvent en plus par le nom d'un logiciel particulier pour désigner une fonction ou un objet. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est d'abord les usages et pas les objets. Et ce qui nous intéresse, c'est les effets. Ça veut dire qu'au fond, est-ce que... Alors, je ne vais pas entrer dans un vieux débat, est-ce que les technologies ont un effet sur l'apprentissage? Vous vous souvenez du vieux débat de Clark et de Katz, les vieux textes de 84 par exemple. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'au fond, les objets techniques ont un effet sur notre comportement, qu'il soit cognitif, relationnel, etc. C'est peut-être pas le seul élément, mais en tout cas, c'est un élément important dans un ensemble complexe. Voilà. Ça ne résout pas le problème, mais en tout cas, je pense que c'est une position de base. Je ne suis pas vraiment d'accord sur la métaphore qui dit que le camion qui apporte le lait ne change pas le goût du lait, parce qu'au fond, ce qui change le goût du lait, c'est pas le camion, mais évidemment, éventuellement, le fait d'être contenu dans un truc en verre, en papier, en plastique, etc. Donc, il y a déjà là quelque chose. Bon. Alors, la deuxième chose, c'est que on pense qu'effectivement, il faut un ancrage du projet dans la réalité. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'on accompagne les projets, à la fois c'est vrai, mais l'essentiel, c'est pas d'accompagner les projets, mais c'est d'accompagner les acteurs dans leurs projets. Et je pense que c'est une formulation qui est plus juste. Et donc, il faut que la formation soit flexible et adaptée parce qu'effectivement, bon, c'est des petites images sorties du web, donc c'est un peu caricatural et donc c'est un peu provoquant, mais ça veut dire qu'effectivement, que l'étudiant qui est là, c'est pas le même que celui qui est dans le monde professionnel et donc s'il faut adapter aux besoins de chacun, il faut tenir compte effectivement de cette différence de réalité-là qui pour nous est importante. Et c'est bien pour ça que j'ai pris un peu ces deux modèles qui pour moi sont très contrastés, mais qui finalement dans le fonctionnement sont assez proches. Euh, alors, euh, ça c'est aussi, je pense, ce qui est très important, c'est qu'au fond, et je l'ai dit, on apprend des technologies en expérimentant les technologies, mais ça veut dire qu'il faut prendre les bonnes technologies au bon moment. Quand je dis les bonnes technologies au bon moment, les technologies évoluent,
les pratiques de nos étudiants, de nos apprenants ou de nos enseignants évoluent en dehors du monde académique, etc. Et donc, il y a des moments où il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire comme exemple? Euh, Au moment où les wikis sont apparus et ont été très utilisés dans les écoles, notamment dans les écoles secondaires chez nous, euh, on l'a utilisé sans doute parce que c'était un moyen d'écriture collective, mais pas collaborative. Sur les wikis, on ne peut pas écrire ensemble, il y a des problèmes de sauvegarde quand la page est ouverte en même temps, alors que sur les Google Docs, pas par exemple, quoi. Mais on a choisi au fond les wikis pour ces raisons-là, mais aussi parce que c'était une technologie qui était plus transparente pour apprendre à nos étudiants ce que c'était que le fonctionnement d'un hypertexte. Parce qu'ils n'étaient pas obligés d'apprendre à manipuler un éditeur web, et brutalement, on a réalisé que d'une part, on économisait un temps de formation énorme en évitant de devoir leur apprendre à utiliser, je ne sais plus, un éditeur quel qu'il soit, mais qu'en plus, c'était une compétence qui les servait après quand ils faisaient du web. Ce à quoi on n'avait pas vraiment pensé au départ, quoi. Et donc, ça veut dire qu'on a derrière ça l'idée que toutes les maîtrises des technologies qu'on leur apprend doivent toujours être réinvesties dans la formation. Donc, ça ne sert à rien de leur apprendre des choses dont ils ne se servent pas. Et s'ils peuvent l'exporter vers d'autres cours, on est encore plus content. Alors, ça, c'est un peu l'idée de la spirale, parce qu'au fond, quand juste pour sortir de la formation, mais pour se préoccuper de la recherche, à un moment donné, toutes ces variables, par exemple, ceux qui savent faire et la maîtrise réinvestie, ça veut dire que un état X à un moment donné est un état d'origine, mais après 6 mois de formation, ça devient un état différent qui redevient un état d'origine pour la phase 2. Et donc, je dirais en termes de recherche, quand on observe les choses, on est toujours ennuyé parce qu'on a des variables d'entrée qui deviennent à un moment des variables de sortie et qui, quand elles sont des variables de sortie, à l'étape suivante, reviennent des variables d'entrée pour l'étape suivante. Et donc, il y a cette idée de spirale qui est intéressante. Après, ça veut dire qu'on voudrait favoriser la cohérence du dispositif. Ça veut dire que pour ça, on essaye de développer aussi chez les gens l'idée qu'il y a un dispositif de formation et qu'un dispositif de formation, ce n'est pas un environnement technopédagogique. Ça veut dire que l'environnement technopédagogique, c'est la plateforme sur les dispositifs techniques, etc., avec les usages qu'on peut en faire, mais que ça s'insère dans un dispositif de formation beaucoup plus large, avec une approche pédagogique, avec un public, avec des caractéristiques institutionnelles, etc. Et qu'au fond, souvent, les gens, quand on parle de dispositifs de formation, ils pensent environnement technopédagogique, et ils font pas enfin, pour nous, c'est important. Alors, je ne sais pas si je peux définir vraiment ce que c'est qu'un dispositif de formation, un système de formation, mais c'est un truc qui est très compliqué. Il y a une institution, il y a une organisation, il y a un secrétariat, il y a des locaux, il y a des contraintes d'organisation, etc. Et puis, dans l'ensemble de ces paramètres-là, il y a un environnement technopédagogique qui permet de mettre à distance un certain nombre de choses. Donc, pour nous, c'est important, et c'est important de nouveau de voir que l'un s'intègre dans l'autre et qu'il y a qu'on a il y a des interactions entre les deux et que c'est important de les prendre en compte. Après ça, pour favoriser la cohérence, on a des choses qui ne sont pas très originales, qui sont vieilles comme la pédagogie, enfin bien pensées en tout cas, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait une cohérence entre les objectifs, l'approche, l'activité et l'évaluation. Bon, c'est un peu basique, hein, mais parfois ça vaut la peine de rappeler des choses basiques. Et puis il y a derrière, parce qu'on est dans des dispositifs technopédagogiques, il y a un besoin de scénarisation qui est important. Voilà. En gros, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai épuisé mon rap des 6 minutes. Voilà. Le conférencier. Oui, j'apporte le micro. Aussi à 2 ans que j'étais à Montréal. Selon vous, professeur Pereira, existe-t-il des formations initiales des maîtres entièrement en ligne, où les étudiants ne se rencontrent jamais face à face, où ils ne voient jamais leur professeur face à face? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Alors, j'ai envie de dire, à ma connaissance, non. Moi non plus, je ne pense pas, sauf que prochainement au Canada, dans une des provinces canadiennes,
On demande ce qu'on appelle une agrégation pour un nouveau programme de formation initiale des maîtres entièrement en ligne qui dure 4 ans. Et les étudiants n'auront jamais à se rendre sur le campus, n'auront jamais à rencontrer leurs professeurs, ni les autres étudiants. D'après moi, c'est une nouveauté, là, mais je voulais vérifier auprès de vous. On est nous. On est nous dans notre... Alors, il y a 2 choses. Hein. Moi, je viens j'ai fait toutes mes études dans du présentiel. J'ai fait globalement toute ma carrière dans du présentiel. Donc, je viens du monde du présentiel. Et c'est les technologies qui ont permis de penser des dispositifs qu'on appelle aujourd'hui hybrides, ou du blended learning, ça dépend comment on l'appelle, mais donc qui met à distance un certain nombre d'activités, d'apprentissage, etc. Bon, en sachant qu'on a des dispositifs différents, avec plus ou moins d'activités à distance, des activités différentes, des rythmes différents, etc. Mais donc je viens de cette culture de la présence et on va vers une hybridation et donc vers la distance qui est permise par les technologies, qui étaient déjà anticipées avec l'utilisation du logiciel éducatif dans certaines écoles à certains moments, etc. Puis la consultation en ligne des ressources, etc. Mais ça s'est fait progressivement. Inversement, un grand nombre d'universités strictement à distance, nées entre, je dirais, les années 70 et puis les années 80, au moment où sont nées, au fond, les grandes universités à distance européennes ou ici, vont progressivement vers des systèmes mixtes et des systèmes hybrides. Et de plus en plus. Je pense que c'est une des collègues dont j'ai oublié le nom qui travaille à la TELUC qui m'a dit l'année dernière, je viens de terminer la première formation complètement hybride pour la TELUC. Et donc, il me semble, enfin, les universités complètement à distance se sont rendues compte de toute façon, je pense que globalement, passer vers l'hybridation et intégrer des séquences présentielles est une qualité, enfin ça rend, c'est une valeur ajoutée pour les formations et ça permet de réduire le taux d'abandon, etc. Alors on a nous une formation qu'on fait quasiment complètement à distance avec l'AUF entre l'Université de Mons, l'Université de Cergy-Pontoise et TECFA à Genève, qui était au départ un master pro, donc un M2 de 60 crédits, qui redevient aujourd'hui un master M1 plus un M2 en France. Mais on est sur des dispositifs qui sont un peu de ce type-là. Mais j'imagine qu'une formation d'enseignant, ils ont besoin quand même d'aller sur le terrain. Alors, il se peut enfin, je sais pas, il faut voir comment elle est organisée. Hein. Si elle a effectivement des stages en local, encadrés en local, peut-être que ça. Je dis, tout dépend au fond des types d'activités qui est mis en présence et en. C'est pas parce qu'on est entièrement à distance et qu'on ne voit jamais ses enseignants qu'on ne peut pas localement travailler effectivement avec un encadrement local. On a eu des projets comme ça européens, très compliqués, où des pairs d'étudiants européens ont compliqué les choses. On mettait des étudiants d'universités distantes qui travaillaient sur un projet commun et le tuteur pouvait être ailleurs, ça pouvait appartenir à une 3e université, mais l'université d'appartenance offrait un support local. Et donc, ça dépend des formules, quoi. Il faut regarder, il faut voir comment c'est organisé, quoi. Il faut voir comment c'est organisé, quelles sont les activités qui sont mises à distance et qu'est-ce qui existe néanmoins. L'enseignant n'est pas toujours utile. Une fois qu'il a fait son matériel de cours à distance, il peut être géré par des tuteurs, par des encadreurs, etc., quoi. Donc, une dernière question? Oh. Tu allais à pile ou face, mais il y a 3 personnes. Pardon? Oui, c'est ça. Je vous rappelle que Daniel sera ce soir à Claire, demain toute la journée et samedi matin. Donc, s'il y a des discussions, voilà, j'ai l'impression que vous allez être occupé, Daniel, ce soir. Ça va, mais je suis venu pour ça. Hein. Merci. En fait, alors, les deux. Merci. Daniel, moi, j'ai beaucoup apprécié l'idée du modèle mythique, hein, en particulier parce que ça intègre. Moi, la loi de la conservation de la matière s'applique aussi au niveau des idées. La loi de la conservation des idées, c'est-à-dire que quand les technologies d'information sont arrivées, c'est intéressant d'intégrer ce qui a précédé ça, c'est-à-dire au niveau de l'image, puis de la sémiologie. Puis ça, je trouve ça fort intéressant, d'autant plus que je m'intéresse beaucoup aux questions d'utilisabilité, ces choses-là. Puis ça rejoint des préoccupations qu'on a sur... on met en place des systèmes et des dispositifs de technologiques, mais parfois on oublie
cet aspect-là de l'aspect visuel des choses, comment est-ce que la Oui. communication se fait. J'aimerais juste savoir comment la valeur ajoutée de cette intégration-là, comment tu la résumerais, toi? Alors, je dirais d'abord qu'au fond, on est dans un très mauvais domaine, parce qu'on est dans le domaine des technologies. Donc, au fond, dès qu'un nouvel objet technique sort, les gens se préoccupent sur l'objet, et puis ils pensent que tout apparaît avec l'objet. Voilà. Et donc, ils ont oublié qu'il y a 40 ans ou 50 ans d'histoire sur la psychopédagogie, entre guillemets, des techniques ou des technologies qui étaient à l'époque télévisuelles, audiovisuelles, etc. Mais les gens oublient ça. Bon, il y a des gens extraordinaires comme Gabriel Salomon, tout ça, qui ont écrit des choses extraordinaires du point de vue de l'impact cognitif des médias. Et puis les gens ne savent même plus qui c'est, et puis ils reposent les mêmes questions. Bon, ça, c'est, voilà. Donc ça, c'est la première remarque, et c'est très propre à notre domaine, je trouve, quoi. Voilà. La deuxième chose, c'est que, au fond, c'est difficile. Moi, j'ai travaillé dans la formation mythique et à la formation des maîtres, enfin des enseignants, instituteurs, institutrices, pendant 6-7 ans, je crois. Et puis maintenant, c'est Mireille qui s'en occupe, donc c'est une collègue, et moi, je fais autre chose. Mais c'était très difficile parce qu'au fond, euh, à la fois, c'est le même terme, et à la fois, c'est deux univers qui ne se parlent pas énormément bien. Je lisais l'autre jour, je ne sais plus, dans un article un peu sur un blog, quelqu'un à propos des technologies du Web 2 et à propos de YouTube, etc., qui disait, mais si c'est pour mettre des séquences vidéo sur le net et de les voir comme on regardait la TV il y a 30 ans, quel est l'intérêt? Au-delà, au-delà de l'effet de popularité, de l'accessibilité, etc., quoi. Mais au fond, la, tout ce qui est de compréhension des mécanismes et des faits dans une perspective pédagogique, évidemment. Bon, si c'est simplement pour avoir des infos, pour regarder les infos, les trucs drôles, ça n'a pas d'importance. Mais dans une perspective éducative, si c'est simplement pour faire de la diffusion de masse et remplacer le satellite éducatif Astra et les autres qui n'ont finalement pas eu énormément d'impact parce qu'on prenait des cours enregistrés, je veux dire, on va se retrouver avec la même chose. Et donc c'est là où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intégration, on ne réfléchit pas bien, parce qu'on refait avec les technologies d'aujourd'hui qui permettent une accessibilité sans limite, en gros, mais on reproduit, on fait du vieux avec du neuf, en fait, quoi. Voilà. Oui, Lassina Koulibaly, je vous remercie pour votre présentation. Ma question revient un peu à celle de Madame tout à l'heure. Euh, en- Au-delà de la présentation ou du contenu du cours qui se donne complètement à distance, on se rend compte qu'au début, il y avait de l'enthousiasme. On pensait qu'on avait trouvé une formule miracle comme un soldat qui se trouve quelque part aux États-Unis et qui pilote un drone au-dessus de, de Kaboul, par exemple. On pensait qu'on pouvait tout faire. Mais on se rend compte que de plus en plus aussi le niveau de décrochage, ainsi de suite, ou même le fait que la personne ne soit pas autant motivée qu'une présence en salle de Mhm. classe, je me demande comment est-ce qu'on peut parvenir, c'est-à-dire si on n'a pas d'autre choix que c'est seulement la distance, comment est-ce qu'au-delà de tout ce qui est animation, vidéo, ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut arriver à capter l'attention des apprenants de sorte que la formule à distance soit un succès. Alors, c'est une question à la fois que j'aime bien, parce que, je vais vous dire pourquoi j'aime bien cette question. Bon, je passe sur l'espèce de miracle du mec qui est dans son salon et qui pilote les trucs au-dessus de Kaboul. S'il y avait un miracle, je pense qu'il aurait mieux fait de l'exploser avant qu'il ne parte, quoi. Mais bon, ça c'est un premier avis. La deuxième chose, c'est qu'au fond, euh, ce qui me, dans ce discours-là, il y a deux choses. Il y a d'une part l'idée que la distance doit prouver qu'elle fait aussi bien que le présentiel. Bon, nous, on a des cohortes qui arrivent en première année en présentiel, je ne sais pas, en droit ou en médecine. Ils sont 850, il y en a combien qui sortent? Enfin, il n'y a pas. Moi, je veux dire, il faut comparer ce qui est comparable, comme je dis. Donc, c'est la première chose. Je pense qu'au fond, c'est comme si le présentiel n'avait pas à justifier d'un nombre d'abandons sur une cohorte de 4 ans qui est quand même extraordinaire, quoi. Bon. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je pense que là, l'argument est un peu
un peu contraint. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur la motivation de nos étudiants dans les amphithéâtres présentiels, euh, maintenant, en plus qu'ils ont leur PC ou leur portable devant eux, il y en a quand même 1 sur 2 qui fait son courrier. Il y en a un. Bon, alors, je veux bien qu'ils soient soi-disant plus multitâches que nous. Bon, mais je veux dire, je ne suis pas sûr que les cours transmissifs classiques d'amphi soient un exemple de motivation, que ce soit ça qui va prendre en. Alors après, il y a effectivement une vraie question, comment est-ce qu'on peut faire pour organiser de la distance qui soit collaborative, qui crée des liens sociaux, etc. Ça, c'est une vraie question. Et je pense que c'est important, mais je pense qu'on a tort de poser cette question en référence au présentiel. Je trouve que ça ne sert à rien de comparer des choses. Enfin, je compare pas je veux pas comparer je sais pas un âne et un cheval, une Ferrari, une 2 chevaux. C'est pas les mêmes objets, c'est pas fait pour faire la même chose et pour travailler de la même façon. C'est ça que je veux dire, quoi. Alors maintenant, euh, il y a un dispositif que moi je connais bien, qui est le dispositif UNICEF, qui s'appelle maintenant Accrédit et qui était avec justement Strasbourg, Mons et nous, et puis qui est devenu Cergy-Pontoise, Mons et Tecfa, qui prend des boursiers de l'AUF sur un cours de Master 1 et maintenant Master 2 pour la formation technologie. Ils sont organisés par séminaire de 30, par sous-séminaire de 10. Ils travaillent sur la résolution de problèmes. Ils se voient même au départ, ils se voyaient dans un séminaire à Strasbourg 3 jours avant. Maintenant, l'apprentissage de la plateforme se fait dans les centres de l'AUF localement. Et au fond, les résultats des enquêtes des étudiants, on a fait avec Thierry Garcenti, on a fait 3 ans d'études sur les motivations des étudiants de l'AUF à suivre les formations à distance. Les 2 premières raisons, c'est mon développement personnel. La deuxième, c'est je veux avoir une amélioration dans ma carrière. Donc, c'est vraiment des raisons de changement ou de revalorisation de la carrière propre. La troisième raison, c'est des formations qui n'existent pas en présentiel. Et la quatrième raison, ce sont des universités du Nord qui les organisent. Donc, a priori, c'est mieux que les universités du Sud. Bon, c'est vrai, mais ce sont les réponses. Bon, ça fait partie des valeurs et des représentations des gens. Cela dit, la troisième raison, c'est quand même, je fais ça parce que je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Et donc, dans des conditions qui sont difficiles, avec la forte motivation personnelle de développement personnel ou de revalorisation dans la carrière, si je n'ai pas d'autres moyens, je le fais quand même. Et la formation, en fait, est quand même perçue comme collaborative et au début, on avait moins de taux d'abandon qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, chez nous, c'est parce qu'au fond, on a un peu épuisé le bassin de recrutement de qualité, je dirais. Donc, on a des étudiants moins bons, etc., quoi. Mais je veux dire, à défaut d'autre chose, des gens motivés le font et le dispositif pédagogique peut aider à créer ces relations-là, quoi. Et on a des mails, on voit quelqu'un qui a eu un décès dans sa famille, on voit 15 messages, il y a quelqu'un qui dit je suis prêt d'abandonner, j'ai pas le temps, il y a 25 messages qui vont derrière et qui soutiennent les gens, il y a un vrai soutien et les gens le perçoivent et le vivent très très bien. Mais je pense qu'il faut que ça fasse partie de la culture de l'institution et du dispositif. Et donc, posons la question pour les formations à distance, mais je récuse un peu par principe, comme ça, la comparaison distance-présence, parce que ça repose beaucoup sur j'ai envie de dire, sur des a priori, sur des représentations qui ne sont pas nécessairement justes, quoi. Voilà.